Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'Union africaine et la CEAC s'insurgent contre une tentative de déstabilisation de la Centrafrique plus de 48 heures après l'élection présidentielle et les élections législatives. Leurs différentes missions d'observation électorale font le point sur le déroulement de ce double scrutin. Pendant ce temps, des défenseurs des droits humains en Afrique centrale tirent la sonnette d'alarme sur la multiplication des abus et exactions sur les femmes et les jeunes centrafricains dans l'arrière-pays. Et dans le journal de 20 h, vous suivrez une série noire de drames insoutenables concernant la crise la plus négligée au monde, à savoir la crise anglophone, selon la communauté internationale. Quels sont les drames enregistrés au cours de l'année 2020, consacrés à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, deux régions en guerre depuis près de 3 ans. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. En Centrafrique, l'Union africaine et la communauté économique des États d'Afrique centrale appellent au dialogue politique après les élections présidentielles et législatives organisées sous haute tension. Les différentes missions d'observation électorale déplorent l'impact des affrontements armés dans certaines circonscriptions électorales, mais elles adoublent le processus électoral ayant conduit à ce double scrutin présidentiel et législatif. Dans le rapport, elles s'opposent à la guerre et privilégient l'ouverture d'un dialogue politique entre les différents acteurs sociaux et politiques en Centrafrique. D'autres précisions avec Carlos Minoué et Guy Zogo, envoyés spéciaux en Centrafrique. À l'heure du bilan du double scrutin présidentiel et législatif ici en République centrafricaine, les missions d'observation de l'Union africaine, de la CEAC et de la CENSAD viennent de rendre un premier rapport provisoire de cette observation. Elle note notamment que le scrutin s'est déroulé de manière assez satisfaisante, notamment dans la capitale Bangui où elles ont déployé près de 200 observateurs. À l'intérieur du pays, elle souligne que bien que les groupes armés aient menacé les électeurs, ceux-ci se sont malgré tout rendus dans les urnes pour la tenue de ce scrutin déterminant. Face à la situation sécuritaire qui est donc restée très volatile ici en République centrafricaine, les missions d'observation de l'Union africaine, de la CEAC et de la CENSAD recommandent aux acteurs politiques centrafricains de recourir exclusivement au dialogue et non aux armes pour faire valoir leurs idées dans l'espace politique centrafricain. Ces recommandations, selon ces missions d'observation, permettront donc aux Centrafricains et notamment aux acteurs politiques d'asseoir définitivement la paix qui manque tant ici en République centrafricaine au moment où ce double scrutin présidentiel et législatif vient de se tenir ce 27 décembre 2020. À Bangui pour Equinox Télévision, Carlos Minoué, Guy Zogo. Je vous invite à présent à suivre Sylvestre Tiban Tungaya, chef de mission de la CEAC, Modibo Sidibé, chef de mission d'observation électorale de l'Union africaine, et Aladi Diallo de la CENSAD. Ils mettent en lumière les points saillants de ce double scrutin. La mission de la CEAC félicite le peuple centrafricain pour sa maturité politique et sa détermination pour faire barrage aux forces négatives qui menaçaient la tenue de ces élections. Elle félicite également l'autorité nationale électorale pour avoir relevé le défi de l'organisation de ces élections dans un contexte particulièrement difficile. Elle interpelle notamment les États membres de la CEAC pour qu'ils expriment leur solidarité à la RCA, y compris par le déploiement de troupes armées, en vue notamment de l'aider à reconquérir son intégrité territoriale et à restaurer sa capacité à assurer efficacement et durablement sa propre sécurité, conformément aux conclusions de la 10e session extraordinaire
de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC tenue le 26 décembre 2020. Et maintenant, à présent, on va suivre les autres chefs de mission d'observation électorale. Modibo Sidibé, chef de mission d'observation électorale de l'Union africaine. Les organismes de défense des droits de l'homme se mobilisent pour la formation des acteurs de la société civile en République centrafricaine, où le contexte demeure tendu dans l'arrière-pays après la tenue des élections législatives et présidentielles. Le rôle des participants à la formation organisée par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, c'est de remonter toutes les violations enregistrées avant, pendant et après ce double scrutin. Leur rôle, c'est d'observer donc les différentes violations des droits de l'homme. Si après les résultats, est-ce que ces résultats sont contestés? Qu'est-ce qui se passe au niveau donc de la ville, au niveau de l'ensemble du pays? Donc ils doivent nous dire est-ce qu'il y a eu des violations des droits de l'homme? Est-ce qu'il y a des contestations? Est-ce que ces contestations sont portées de manière légale au niveau des institutions? Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'il y a des empêchements? Donc c'est toutes ces informations dont on a besoin pour avoir donc la situation par rapport aux élections qui se sont tenues en République centrafricaine. Il est surtout question pour le REDAC de s'assurer de l'implémentation de la loi sur la protection des défenseurs. Les autorités de la RCA ont pris sur elles de protéger légalement les défenseurs. La loi sur la protection des défenseurs était déjà sur la table de la commission, n'est-ce pas, des lois en Afrique centrale, en RCA. Et nous sommes venus faire le plaidoyer, le lobbying auprès, n'est-ce pas, des éventuels députés, de ne pas laisser cette loi à côté et donc de reprendre la loi. Donc nous avons quelques audiences que nous allons passer. Et enfin, nous voulons mettre la coalition des défenseurs en place parce que l'une des résolutions de notre Assemblée générale, c'était de passer des points focaux à la coalition des défenseurs. Donc il faut qu'il y ait la coalition qui va prendre en charge la protection des défenseurs, des défenseurs en RCA. Les acteurs de la société civile ainsi outillés, ils produiront après la proclamation des résultats des élections leur rapport sur la situation globale des droits de l'homme en République centrafricaine. Vous l'avez suivi, cet autre élément de nos envoyés spéciaux Eric Ouattat et Gladys Sidier sur la cartographie de ces cas de violation des droits humains durant ce processus électoral ayant abouti à l'élection présidentielle et les élections législatives qui se sont tenues dimanche dernier en Centrafrique. Et au Cameroun, 48 heures après ce grave accident mortel de la circulation survenu sur l'axe Bafoussam-Yaoundé, la compagnie de transport interurbain Avenir Voyage est suspendue pour une durée d'1 mois. Cette mesure conservatoire est du ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibere, lui reproche une violation grave de la réglementation en vigueur ayant conduit à cette tragédie du week-end dernier. Le ministre fonde sa décision sur les premières constatations faites par les forces de maintien de l'ordre. Celles-ci font état de manquements graves imputables à la compagnie Avenir Voyage et son bus impliqué dans le drame. Pour l'heure, le ministre des Transports n'a pas à révéler la nature de ces manquements, mais il fait planer d'autres sanctions administratives et judiciaires sur la compagnie Avenir Voyage en fonction des résultats des différentes enquêtes qui sont en cours. Jean-Ernest Massenangale Bibere insiste sur le respect scrupuleux du code de la route afin d'éviter pareille tragédie. Et suite au violent accident survenu au pont de Nomalé sur l'axe Bafoussam-Yaoundé, le président de la République adresse ses condoléances aux familles des victimes et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Dans un télégramme officiel, Paul Biya dit avoir instruit les autorités compétentes de prendre des mesures urgentes et appropriées pour secourir et soigner les accidentés et assister les familles durement éprouvées. Évoquons à présent ces violents affrontements survenus à Djoum, dans la région du sud, entre les populations et les forces de maintien de l'ordre. Les populations en colère ont bloqué l'axe Djoum-San-Mélima pour réclamer leur indemnisation bloquée depuis 11 ans. Le bilan fait état d'une quinzaine de blessés. Le récit des faits avec Joseph Abena.
Jets de projectiles et gaz lacrymogènes, c'est le violent affrontement entre les populations de Djoum en colère et les forces mixtes, police, gendarmerie et militaires dans ce village appelé Kolafendek. Le bilan fait état d'une quinzaine de blessés. Les civils et les hommes en tenue, entre les civils et les hommes en tenue, les civils ne peuvent pas faire la guerre avec les hommes en tenue parce que les civils n'étaient pas armés. Donc, il y a même beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés qu'on a déjà amenés et il y a même d'autres qui sont encore au coma. Les travaux de bitumage du tronçon routier Djoum-San-Melima sont à la base de ce mouvement d'humeur et notamment les travaux sur le tronçon Dikoula-Djoum long de 40 km sur lequel les populations disent réclamer les indemnisations en vain depuis plus de 11 ans. Si l'intervention du sous-préfet de Djoum a apporté une certaine accalmie, les populations se disent prêtes à redescendre dans la rue si le gouvernement de la République demeure muet à leurs réclamations. Sur le front de guerre à l'extrême nord, les multiples incursions des terroristes continuent de freiner la relance des activités économiques dans cette partie du Cameroun. Cela crée un énorme manque à gagner dans les caisses publiques. Les services des douanes, les transitaires et autres opérateurs économiques sont impactés négativement. C'est le constat que font Amadou Daïrou et Eric Fopoussi dans ce reportage. D'un côté, le Cameroun, et de l'autre, la République fédérale du Nigeria. Ce décor de savane, dans la région de l'extrême nord, assiste impuissant au ralentissement des activités économiques voilà bientôt 6 ans, le long de la frontière entre les deux pays. La faute à la crise sécuritaire Boko Haram, et ce, malgré l'accompagnement des forces de défense et de sécurité. Des zones, disais-je, au niveau desquelles l'activité est quasi impossible. Mais avec l'accompagnement de l'autorité militaire, le haut commandement a bien voulu donner instruction à l'autorité militaire d'accompagner l'administration des douanes représentées ici par le secteur des douanes. Au-delà du défi sécuritaire, il faut ajouter la dégradation des infrastructures routières, notamment la nationale numéro 14 Amchide-Mora. Et le pont entre Nigeria et le Cameroun, Kerawa Nigeria et Cameroun. On voulait le pont pour que fasse que nous travaillons. Obligés de circuler sur des axes dangereux, transitaires et autres commerçants ont vu marchandises et camions être incendiés par les membres de la secte Boko Haram. Un coût énorme donc pour la dynamique population de l'extrême nord. Près de 70% de la population active est constituée de la jeunesse. Et cette jeunesse n'a pas que comme activité économique l'agriculture, encore moins l'élevage, mais beaucoup plus active sur le plan de commerce transfrontalier. Désormais, le sentiment de reprise économique domine dans les 3 départements de l'extrême nord, à savoir le Logon-Echari, le Mayo-Sava et le Mayo-Tanaga. Il y a des dizaines de camions qui sont stationnés là. Cela montre à suffisance que nous sommes vraiment de plein pied dans la stabilisation, nous sommes de plein pied dans la relance économique. Les services de la douane dans l'extrême nord se frottent les mains. Au 30 novembre 2020, en effet, sur une prévision de 368 800 000 francs CFA, ils ont réalisé un taux de 365 160 225 francs CFA, soit 99,8% de recouvrement des recettes. Une première depuis le début de la crise Boko Haram. Le principal challenge étant au bout du compte la mobilisation optimale des recettes pour que le budget de l'État puisse être véritablement nourri par les apports qui seront les nôtres. Zone économiquement sinistrée, selon un décret signé par le Premier ministre Joseph Diongouté en date du 2 septembre 2019, l'extrême nord espère encore des assouplissements. Il faudrait que la douane soit un peu indulgente, soit un peu assouplie un peu les mesures au niveau des différentes frontières pour permettre à ces jeunes de relancer leur activité économique, pour construire davantage la confiance entre les pouvoirs publics camerounais, entre la douane et ces jeunes.
Confiance et relance dans un contexte déjà marqué par l'avènement de la crise sanitaire liée au Covid-19 et la fermeture du pont Gueli reliant le Cameroun et le Tchad, favorisant la prolifération des activités de contrebande. La crise la plus négligée au monde, selon des organisations internationales, a révélé cette année 2020, aux yeux de la communauté internationale, une série de drames insoutenables entre le massacre des enfants en Garbour, l'assassinat des soldats camerounais et les tortures de journalistes et attaques contre les écoles et autres hôpitaux, enlèvement des personnalités religieuses et des personnalités politiques. Quels sont les principaux scandales ayant émaillé la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? La retro, c'est signé Jean-Paul Chouniat. Si l'année 2020 a démarré avec la neutralisation du général séparatiste Chacha, abattu le 25 janvier, la tuerie de Ngarbou, le 14 février, aura été le premier fait saillant de la nouvelle année dans la crise anglophone, avec 23 civils massacrés au village Tumbo, dans le Mbui, département du Dongamantoum. Le gouvernement accusait alors les sécessionnistes, avançant à la va-vite un bilan de 5 morts, ce qui choquait alors l'opinion nationale et internationale. Et sous la pression des dénonciations des ONG à l'instar de Center for Human Rights and Democracy in Africa de l'avocat Agbo Bala Congo et Human Rights Watch, une enquête de Paul Biya, le président de la République, tenait plus tard pour auteur des éléments de l'armée camerounaise dont le procès suit son cours au tribunal militaire de Yaoundé. 3 semaines plus tard, dans la même région du Nord-Ouest, des bombes artisanales explosent à Commercial Avenue Bamenda, sous les yeux du gouverneur Adolphe Lélé Tchoufou l'Afrique, en pleine célébration de la Journée internationale de la femme. 10 blessés, dont 5 cas graves, avec des membres déchiquetés, juste au lendemain de l'attaque de Galim dans les Bamboutos, qui coûta la vie à 4 hommes en tenue et 1 civil. 3 avril 2020, le plan de reconstruction des 2 régions en crise se précise. Le ministre délégué au Minépat, Paul Tasson, est nommé coordonnateur national de ce programme. Il engage des consultations populaires le 22 juin à Bamenda dans le nord-ouest et 5 jours plus tard à Bouya dans le sud-ouest. Dans la suite des événements tragiques, le mois de mai s'annonce mal avec l'assassinat du maire de Manfé. En fonction 2 mois à peine, le cortège de Ojom Presley subit une attaque mortelle. Le nouvel élu s'écroule sous les balles des séparatistes. Après 20 jours d'accalmie, l'affaire Ouazizi fait des vagues. Interpellé en 2019 par des forces de sécurité pour connivence terroriste avec les Amba Boys, le journaliste décède en détention en 2019. Sa mort dissimulée à sa famille 6 mois durant. Son absence récurrente devant les tribunaux de Bouya devient suspect. Le scandale éclate au grand jour. Le ministère de la Défense avoue la mort de ce dernier par sepsie sévère. Grosse curiosité, le corps n'a jamais été remis à sa famille. Un cadavre que devra certainement retrouver la commission d'enquête annoncée par l'actuel ambassadeur de France au Cameroun au sorti d'une audience chez Paul Biya. Ces investigations restent vivement attendues dans l'espoir de faire toute la lumière sur cette affaire. Après un mois de jeu sans grabuge, l'assassinat de Achiri Comfort Toumassan bouleverse le monde entier. La mère de 4 enfants âgés de 35 ans est tranchée à vif dans sa chair à coups de machette à Mouyouka dans le sud-ouest. Son seul péché lui reproche ses bourreaux de collaborer avec des militaires. 1er septembre 2020, retour dans le nord-ouest. L'inspecteur de police Bikoy Lend Joseph est abattu à bout portant à City Chemist à Bamenda. Les quartiers Small Mancon, Food Market et Commercial Avenue sont en ébullition. Des coups de feu retentissent de toutes parts. La population s'affole. Sur le coup, l'opération Bamenda Clean voit le jour. Les militaires attissent large pour nettoyer la ville. Première grosse prise, Fonte Lucas Ndefrou, alias Général Mad Dog, tombe sous les balles des hommes du général de brigade Nkavaler. Fait incroyable pour la population, pourtant vrai. Son corps exposé au centre-ville de Bamenda. À sa suite, un autre seigneur de la guerre tombe le 13 octobre. Ayeke Lestiko alias Man Pasgon est tué dans le Libialem et 13 otages libérés. Et 11 jours plus tard, le 24 octobre précisément, le drame de Kumba émeut le monde entier. Des individus armés font irruption à la Moda Francisca Bilingual Academy, ouvrent le feu dans une salle de classe, tuant 7 élèves sur le champ et laissant des familles sans voix. Une journée de deuil national est décrétée à la mémoire des victimes. La terreur est loin de s'arrêter. Le 5 novembre, le cardinal Christian Toumi et l'Umfon Denso, Sa Majesté Sembinglo, sont kidnappés sur la route Bamenda-Kumbo,
puis libérés sains et saufs. Une chance que n'ont pas eu un conseiller municipal du Nord-Ouest lors des régionales du 6 décembre et plusieurs chefs traditionnels du Sud-Ouest enlevés puis assassinés. Encore en mémoire, le chef du village d'Ibanda, Sa Majesté Iko Mengale, mort en captivité le 13 décembre dernier. 2020, comme les 3 années précédentes, s'en va donc taché de sang d'une crise qui a déjà fait des milliers de morts, des déplacés internes et réfugiés vers le Nigeria. Dans le reste de l'actualité, s'achemine-t-on vers un réajustement des prix du carburant? Le gouvernement envisage de procéder à une uniformisation des prix de certains produits pétroliers et la société civile voit de mauvais œil cette réforme qui pourrait être une tentative de renchérissement des prix des produits pétroliers ayant pour conséquence l'augmentation du prix des transports et un impact social négatif. Des associations de défense des droits des consommateurs s'opposent à cette réforme envisagée par le gouvernement. Autre explication avec Steve Eboulet et Donald Brice Kamgan. La Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures parle d'une volonté d'uniformiser les prix. En clair, fait en sorte que du nord au sud, de l'est à l'ouest, le super, le gasoil ou le pétrole lampant coûtent à peu près la même chose. Pour ce faire, la CSPH propose d'ajouter 7 francs CFA sur les prix en vigueur, confie les organisations de défense des droits des consommateurs ayant participé à une réunion avec l'entreprise le 10 décembre dernier. C'était une information. Vous savez, lorsque habituellement on nous appelle pour une information, c'est déjà une action, c'est même peut-être déjà une décision. Or, nous avons dit que nous devions mener des réflexions là-dessus et qu'on devait se prononcer dans les tout prochains jours. Pour la société civile, il n'est pas question d'envisager une augmentation des prix des produits pétroliers. Dans ce contexte, dans un mémorandum adressé au chef de l'État, une vingtaine d'organisations de défense des droits des consommateurs et de syndicats des transporteurs demandent de renoncer au projet d'uniformisation envisagé. Une telle action serait malvenue au vu des situations des crises actuelles, tant sanitaires, Covid-19, que politiques, NOSO. Avec toutes leurs répercussions sur l'économie nationale et le panier de la ménagère, déjà affiché. La société civile rappelle l'augmentation des prix des hydrocarbures en 2008, le renchérissement des prix des transports qui s'en est suivi et la tension sociale consécutive. Les prix des hydrocarbures ont chuté de 55% sur le marché international depuis juin 2014, privant le Cameroun d'une partie de ses recettes pétrolières. Mais pour la société civile, le gouvernement doit aller chercher les ressources dans son train de vie jugé princier. Nous sommes à 25 millions d'habitants, mais on a pratiquement 70 personnalités qui ont rang de milice. Tout cela, ça coûte cher aux contribuables. Il faut réduire véritablement le train de vie de l'État et supprimer certaines institutions budgétivores. Chaque année, on crée des institutions qui n'apportent toujours pas de solutions aux contribuables, aux consommateurs que nous sommes. Si l'augmentation de 7 francs CFA proposée par la CSPH était entérinée, elle entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain. Ainsi, le super, qui coûte actuellement entre 630 et 647 francs CFA dans le littoral et 630 à 662 francs CFA dans le centre, devrait coûter 20 francs plus cher et 50 francs pour le pétrole lampant. Un an après la création de la régie du terminal à conteneurs, le port autonome de Douala annonce la mise en place d'une régie en charge du remorquage. Elle doit assurer la continuité du service de remorquage à la suite d'un échec des négociations avec une entreprise française adjudicataire provisoire pour la concession de cette activité au port autonome de Douala. Parlons à présent de la route qui passe désormais entre Kolesson et Nding dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre. Ce tronçon long de 89 km vient d'être ouvert à la circulation. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Ndjoumessi a exhorté les maires de Koteng et Nanga et Boko à veiller à l'entretien de cette route. Sur cet axe qui doit relier le centre et l'est, la construction d'autres infrastructures est d'ores et déjà annoncée. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ça roule entre Kolesson, situé en Koteng, et Ding, un des villages de l'arrondissement de Nanga et Boko.
Les habitants de ces localités et bien d'autres, traversés par la nationale numéro 1, peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Il a fallu du temps. Fini dans le cauchemar et les tracasseries d'une route où l'on passait parfois 6 voire 8 heures de temps entre Yaoundé, Nanga et Boko. Une route qui endommageait les véhicules en circulation. Une route impraticable en saison de pluie. Une route jonchée des cassis, des nids de poules. Les passagers en provenance de la Haute-Sanaga s'identifiaient et se distinguaient à leur arrivée à Yaoundé par la poussière qui les couvrait et enveloppait tout leur corps comme un masque. Ces tristes souvenirs relèvent désormais du passé. Entre Colesson et Ding, la route passe désormais, ouvrant la voie au développement. Le fait que la Haute-Sanaga n'ait pas eu cette route a pratiquement plombé son développement. Nanga Bokoté, la dernière ville à ne pas être reliée à la capitale par une route goudronnée. Et vous imaginez un peu en matière de connectivité à quoi sert la route pour les échanges commerciaux, les échanges entre les hommes. Les élites même ont à un certain moment claqué la porte parce que pour investir dans la Haute-Sanaga, c'était la croix et la bannière. Ouf de soulagement pour les populations, mais également pour le gouvernement qui est passé par moult difficultés pour enfin tenir son engagement, celui de sortir cette partie de la Haute-Sanaga du Noir. L'histoire de construction de cet axe routier date quand même. On a parlé des ancêtres et qui attendaient que cette infrastructure routière soit un jour réalisée. Je suis personnellement très reconnaissant parce que c'est un axe qui participe du désenclavement, de connectivité par la route, c'est-à-dire de brassage des populations. En plus de la route, qui est désormais un acquis, le ministre des Travaux publics annonce la construction de des infrastructures qui vont accompagner le développement qui est ainsi amorcé. Nous allons construire un centre de santé intégré en Cotin. Nous allons réaliser un bloc de 2 salles de classe à Bécon, construire un bloc de 2 latrines à Mengan, réaliser un stade de football à Aka, construire un logement d'astreinte pour l'infirmier chef du centre de santé du village Lembe Badja, faire des forages, les axes routiers de ramification qui seront aménagés. Ainsi, les populations pourront évacuer aisément leur production agricole vers les centres de marché. Reste à assurer l'entretien et la maintenance de cette route longue de 89 km, sans oublier la bretelle de 6 km qui relie Nanga et Boko à Bifogo. Les exécutifs municipaux sont particulièrement interpellés. Et ces opérations de cantonnage ne se réduisent pas uniquement au débroussaillage, à la coupe des herbes. Non, il s'agit aussi d'inspecter les ouvrages hydrauliques, les ouvrages de drainage, pour que ces ouvrages jouent convenablement leur rôle. Le tronçon Colesson-Ding, qui a coûté environ 55 milliards, un financement exclusif du budget d'investissement public, fait partie du projet d'aménagement de la route Obala-Bachenga-Boam, longue de 275 km. Les populations ont maintenant un vœu, c'est de voir les autres lots achevés également pour que Yaoundé soit relié à l'est à travers une route bitumée en bon état. Ici, Nanga et Boko, qui est traversé par cette route de la nationale numéro 1. Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et cette note, Olivier Bibounissac, porte-parole de Maurice Kamto, Alain Foguet, trésorier national du MRC et d'autres militants de cette formation politique passeront le réveillon de Nouvel An en prison après le plaidoyer mené par leurs avocats lors de l'audience d'Habeas Corpus tenue ce mardi à la Cour d'appel du Centre. Leurs causes ont été mises en délibéré pour le 12 janvier 2021. Décision du juge d'Habeas Corpus, annonce faite par l'un des avocats, membre du collectif Sylvain Swap, qui assiste sur le plan juridique. Olivier Bibounissac, Alain Foguet et d'autres militants du MRC, ils avaient été arrêtés dans le cadre des manifestations du 22 septembre 2020. Certains d'entre eux n'avaient pas marché et avaient été arrêtés à leur domicile, d'autres devant la résidence du professeur Maurice Kamto à Yaoundé. Cela fait déjà plusieurs mois qu'ils sont placés en détention. Ils passeront le réveillon de Nouvel An en prison. Parlons à présent du conseil municipal de Dibombari, là où le préfet du Mongo remonte les bretelles aux conseillers municipaux sur la violation, selon lui, des textes régissant
l'exploitation des carrières. Il accuse également certains conseillers municipaux et d'autres d'être les auteurs de litiges fonciers dans l'arrondissement de Dibombari. Des précisions avec Jacques Molon, Sédek Chouna et Julienne Berthe-Bissaye. S'appuyant sur le récent conflit entre le maire de Njombe-Pindia et les exploitants de carrières de sa municipalité, le préfet du Mungo met en garde les conseillers municipaux de Dibombari sur la violation des textes régissant l'exploitation des carrières, précisant que la municipalité doit se limiter à la collecte des taxes. Veiller au strict respect de la réglementation en matière de la gestion et de l'exploitation des carrières. Dibombari se distingue par les problèmes de carrière. Dibombari n'est pas le seul endroit où il y a des carrières, mais tous les jours, les gens bravent la réglementation pour leurs intérêts égoïstes. Même des zones interdites se voient exploitées. Et on ne décide pas de ce qu'on fait. Nous sommes une république qui a ses lois et ses règlements. Sous anonymat, certains conseillers digèrent mal cette injonction de l'autorité administrative dans un contexte prononcé de transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Décidé d'en finir avec les conseillers municipaux et les rappeler à l'ordre, le préfet du Mungo les accuse d'être les auteurs de litiges fonciers à Dibombari. Des ordres également observés en matière de gestion foncière. Nous sommes certes à quelques encablures du Douala, mais ce n'est pas la raison pour que les litiges et les conflits fonciers fassent leur nid ici, avec la complicité peut-être des conseillers, puisque c'est vous qui représentez votre village. Les mêmes terrains sont vendus à plusieurs personnes, les mêmes terrains font l'objet de transactions d'année en année à différentes personnes, et après, au détriment même de vos progénitures. Essayez de regarder tout cela avec un peu de patriotisme. Au-delà de ces deux problèmes majeurs que tenait à évoquer le préfet Yves Bertrand Diana, la commune de Dibombari se dote d'un budget d'1 536 000 francs CFA pour l'année 2021. Des ressources à mobiliser pour l'aménagement des routes, l'implantation et adduction en eau potable et l'électrification rurale. Autant de défis que devra relever l'exécutif municipal pour le bien-être des populations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Accident mortel sur la nationale numéro 4. Les premières sanctions sont tombées. Suspension à titre provisoire de l'agence de voyage Avenir Voyage pour 1 mois. C'est l'annonce faite par le ministre des Transports. Il dit se fonder sur les premiers constats issus des enquêtes préliminaires menées par les forces de maintien de l'ordre qui imputent de graves violations de la réglementation en vigueur. Cependant, il n'a pas précisé la nature des violations de la réglementation en vigueur concernant l'agence de voyage Avenir Voyage. Il fait savoir qu'il pourrait y avoir d'autres sanctions à la fois administratives et judiciaires à l'issue des enquêtes qui sont en cours. Il a également insisté sur le fait qu'il faudrait, pour les automobilistes, respecter scrupuleusement le code de la route. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir.